On a commencé en Europe avec 8 pays. Aujourd'hui, on a 25 pays sur le scope de Grand Seiko Europe. Il y a 2 ans, on a créé la structure à Singapour, donc Grand Seiko APAC, et on a créé il y a 1 an la structure chinoise. Donc aujourd'hui, on a 4 filiales, plus la structure dédiée au Japon. J'étais très fan de la qualité produit, de la manière dont les artisans et les horlogers au Japon travaillaient à la main, l'assemblage, le cadran, les cadrans, même l'arrière du boîtier. Toutes ces finitions et ce détail, qui était quelque part aussi un respect très fort par rapport à leur art, mais aussi, je dirais, pour le client qui va l'acquérir. À l'époque, on travaillait avec James Bond et on travaillait avec Cindy Crawford. Donc James Bond, c'était plutôt le côté masculin, Cindy, c'était plutôt le côté féminin. Et naturellement, c'était deux visages très forts. Donc c'était assez intéressant de voir en fait la mutation de la marque sur des produits beaucoup plus techniques, automatiques, avec une force de structure de marque, d'expérience de marque qui était en train de se mettre en place. Et surtout, en fait, c'était les premiers balbutiements du retail. Donc Omega a commencé, grâce à la Chine, à ouvrir ses premiers monomarques. Et c'était vraiment une voie très nouvelle dans l'horlogerie. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la start-up Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plus de plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Ils ont accepté de se livrer pour vous révéler tous les secrets de ce qu'il y a derrière des pièces iconiques et des grandes maisons que vous connaissez. Bulgari, Chanel, Hermès, Rolex. Patron, grand nom, journaliste, designer, leader, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Bondou, président Europe de Grand Seiko. C'est un épisode extraordinaire. On apprend à comprendre comment on développe une marque japonaise en Europe. À travers tout le parcours de Frédéric, on retrace toute l'histoire aussi pendant 20 ans d'Omega, où il a marqué son empreinte, notamment en France et en Asie, mais aussi chez Longines, avant de prendre la direction donc, sur tout le territoire européen pour Grand Seiko. On apprend beaucoup de choses sur les différences culturelles entre les Japonais, les Asiatiques, avec les Américains, les Français, et comment les marques doivent s'adapter à ça. Et évidemment, on comprend beaucoup plus l'univers de Grand Seiko. C'est un épisode passionnant qui, j'espère, vous en apprendra autant qu'à moi. Je vous souhaite une excellente écoute sur le podcast du luxe. Bonjour Frédéric. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ces sublimes bureaux Grand Seiko, Place Vendôme. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire un peu ce que ça peut évoquer pour vous d'être dans cet univers japonais, dans cette place mythique parisienne? Alors quelque part, c'est un beau voyage, parce qu'en fait, on est Place Vendôme, qui est le symbole du luxe français à l'international. C'est vraiment, je dirais, un message fort. Et vous avez différentes maisons qui sont venues s'installer autour de cette place, qui est c'est une mosaïque en fait de différentes maisons, de différentes cultures, de différents voyages qui viennent en fait avec chaque pierre faire un très beau dessin. Et nous sommes très fiers d'être une de cet élément de ce dessin qui est la Place Vendôme aujourd'hui. Et en plus, c'est une boutique qui reprend tous les codes japonais. Oui, alors cette boutique a une très belle histoire. C'était auparavant une boutique qui appartenait à Fred pendant des années. Et nous l'avons repris en 2019. On a demandé à un architecte assez connu qui s'appelle Ken Okuma, qui est l'architecte qui a fait le stade olympique des Jeux Olympiques de Tokyo, de pouvoir vraiment réinterpréter la culture japonaise ici, au sein de la Place Vendôme. Et il a retravaillé entièrement tous les éléments. Il est arrivé avec un concept qui utilisait uniquement que 4 matériaux. La pierre de valse, le papier washi, le tatami et des bambous. Donc en fait, on a une boutique qui est quelque part très intemporelle. Elle aurait pu être créée dans les années 1920, elle pourrait être créée dans 50 ans. Elle reste ce côté très traditionnel japonais, qui est réellement aussi une vision du pont entre la modernité et l'histoire. La transmission est là.
Est-ce que Frédéric, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Frédéric Bondou, 1m88. Ouais, c'est vrai qu'à côté de moi, je suis toute petite. Je ne dis pas le nombre de kilos, sinon ma mère. J'ai bientôt 59 ans, j'ai grandi en Bourgogne, mes parents étaient artisans. J'ai une vie, une jeunesse très heureuse et une vie très heureuse aussi. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis président de Conseco Europe depuis un peu plus de 5 ans maintenant et très heureux en fait de cette position, avec une équipe qui est géniale, sympathique, travailleuse. Et en plus, on va pouvoir étayer le sujet. Avant d'aller là-dessus, Frédéric, moi j'aimerais savoir justement un peu votre parcours, d'où vous êtes venu, pourquoi vous êtes arrivé finalement dans l'horlogerie, vos parents étaient artisans, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? En fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais petit, à part le fait de ne pas être artisan moi-même. Je ne sais toujours pas vraiment ce que je vais faire dans la vie. En fait, je suis un petit peu mon chemin. Et donc, de facto, quand j'ai eu mon bac, je suis parti à Lyon faire une école de commerce. Et puis, j'ai commencé à travailler dans la bureautique. Et un jour, on m'a dit, il y a des gens qui recherchent des Français dans l'industrie horlogère, en l'occurrence chez Omega. Donc j'ai pris contact avec Omega, j'ai téléphoné chez Omega, et puis j'ai rencontré Aldo Magada, qui était à l'époque directeur marketing de chez Omega, qui me parlait 3/4 d'heure de son jardin, de son jardinier et de son épouse, et qui au bout de 3/4 d'heure m'a dit on a 3 postes. Et j'ai commencé comme ça chez Omega. Excellent, mais pourtant, c'était quoi comme poste exactement là-bas? Il y avait 3 options possibles. Parce que vous étiez jeune. J'avais un peu moins de 30 ans. Il y avait un premier poste qui était chef de produit, mais je ne connaissais rien à l'horlogerie particulièrement. Je n'étais pas spécialement un fan d'horlogerie. d'horlogerie. Pourquoi ils cherchaient des Français? Je pense pour l'école éducationnelle, j'imagine. Et puis, un poste de responsable de zone export sur l'Europe et un poste de contrôleur marketing, parce qu'à l'époque, Omega travaillait beaucoup avec différents partenaires, dont Cindy Crawford par exemple, ou James Bond, et Omega ne savait pas exactement quels étaient les montants financiers qui étaient alloués sur les différents projets. Donc il fallait une personne qui puisse consolider. C'était il y a 30 ans, hein. Et j'ai fait ça j'ai commencé en fait, j'ai fait ce job de contrôleur financier pendant presque 1 mois et demi, avant qu'un vrai garçon... 1 mois et demi? Ouais, avant qu'un vrai garçon soit arrivé. Et après, j'ai repris l'Europe, et après, j'ai repris l'Asie. 1 mois et demi ou 1 an et demi? 1 mois et demi. Seulement 1 mois? 1 mois et demi. On s'est rendu compte que non, le Excel, c'était... Non, c'était très bien. Mais en fait, il y avait en fait une personne qui était beaucoup plus qualifiée que moi, qui allait arriver. Donc, il fallait absolument avoir les chiffres rapidement. Donc, on m'a mis sur la mission pendant 1 mois et demi. Après, j'ai fait autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire le fait de gérer l'export pour Omega à l'époque? Alors à l'époque, c'était en 97. À l'époque, Omega était soit présent via des filiales, soit via des agents. Et la position, c'était vraiment une position de tête de pont entre toutes les opérations commerciales, marketing et financières d'ailleurs aussi, sur soit les agents, soit les filiales. Donc c'était vraiment un job qui était pour les agents de front office et pour les filiales de back office. Les agents, c'était les distributeurs multimarques? Oui, distributeurs multimarques. Oui, à l'époque, il y avait une filiale en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche, mais il y avait un agent en Espagne, il y avait un agent en Hollande. Donc qui s'occupait de toutes les boutiques. Qui s'occupait uniquement de la distribution d'Omega. Voilà, ok. Multimarques dans plusieurs points de vente. C'est ça. Et comment était Omega à l'époque? J'étais pas née, hein, donc... C'était déjà une très belle marque en devenir, qui a été renforcée par la force du Swatch Group, naturellement. Mais c'était une marque qui avait une histoire, qui a toujours une histoire absolument fantastique et géniale. Et il y avait beaucoup l'équipe était très jeune, parce qu'il y avait beaucoup de responsables de zone export qui avaient entre 25 et 30 ans. Donc c'était très dynamique, parfois un peu fouillis, mais il y avait beaucoup de créativité, beaucoup de force à l'époque. C'était très sympa. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait les années qui ont suivi? Alors après, je me suis occupé de l'Asie. On m'a confié l'Asie, tous les agents en Asie. C'est-à-dire que là, j'avais plus de filiales, à part la filiale Thaï et Singapour, mais j'avais tout le reste de l'Asie, à part le Japon et la Chine. Donc je m'occupais de toute l'Asie du Sud, c'est-à-dire le Laos, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, Indonésie, Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Singapour, Pakistan, Inde, Népal, Bangladesh.
Donc ma routine, c'était 3 semaines en Asie, 15 jours en Suisse. 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Incroyable. Et pourquoi vous êtes parti en Asie? Et la marque était déjà bien développée à ce moment-là? Oui, à l'époque, en fait, on avait vraiment... Omega était très fort en Europe, mais le premier marché international était le Japon. Mais on sentait comme beaucoup de maisons historiques. Oui, ouais, tout à fait. Mais Omega était fort au Japon sur des pièces assez entrée de gamme, quartz. Et on avait vraiment la préparation du marché chinois qui allait commencer à exploser, qui a vraiment pris le lead au début des années 2000. Donc c'était assez intéressant de voir en fait la mutation de la marque sur des produits beaucoup plus techniques, automatiques, avec une force de structure de marque, d'expérience de marque qui était en train de se mettre en place. Et surtout, en fait, c'était les premiers balbutiements du retail. Donc Omega a commencé, grâce à la Chine, à ouvrir ses premières monomarques. Et c'était vraiment une voie très nouvelle dans l'horlogerie. Majoritairement, on avait des multimarques partout. Et Omega était une des premières marques à rentrer dans le retail. Par l'Asie. Et pourquoi en Chine? Parce que c'était un marché croissant? Parce qu'en fait, le marché était fermé. Pour des questions politiques. Et petit à petit, en fait, quand la Chine s'est ouverte dans les années 90, ils ont commencé à importer des pièces de luxe, dont l'horlogerie. Et Omega était une marque très très forte déjà en Chine en termes de réputation. Et pourquoi, selon vous? Parce qu'Omega était une marque assez... comme beaucoup de marques horlogères helvétiques, quand l'export s'est mis en place dans les années 1900, 1910, 1920. On prenait souvent des membres de la famille pour aller créer des comptoirs au Mexique ou en Chine ou au Japon. Donc en fait, on avait des gens de confiance qui étaient des relais de confiance dans les différents quatre coins du monde. Et Omega avait créé pas mal ce qu'on appelait en fait des comptoirs à l'époque en Chine, et les gens qui étaient dans les années 1910, 1900, 1930 en Chine étaient des gens très très forts en termes de marketing et de communication déjà, et donc la réputation de la marque était très forte. Il y a une bonne exécution opérationnelle. Mais comme d'autres maisons, Longines était très fort aussi en Chine, Tissot était très forte en Chine aussi. Oui, mais c'était pas du tout les mêmes positionnements de prix. Non. Oui et non. Dans les années 30, 40, Omega et Longines étaient pas très loin en termes de prix. Après, il y a une structure qui a été mise en place avec la création des Swatch Group sur différents segments de prix, absolument, pour avoir cette pyramide, mais ce n'était pas toujours le cas avant la création de Swatch Group. Qu'est-ce qui était le plus challengeant à l'époque de pouvoir gérer de multiples petits pays comme ça, avec, j'imagine, plein de toutes petites cultures totalement différentes, et en même temps dans un berceau asiatique? C'est une bonne question. On ne pouvait pas effectivement travailler avec un Thaï comme on travaillait avec un Indien ou un Pakistanais. Par contre, les gens qui achetaient des montres à l'époque, c'était souvent des gens qui voulaient faire des cadeaux. Donc ça, c'était un lien assez commun en Asie. Cet aspect cadeau était une chose très très forte. Il y avait souvent aussi un phénomène de ce qu'on appelait les pair watches. Pour des fiançailles ou des mariages, on offrait en fait aux jeunes mariés ou aux fiancés une paire de montres, une pour femme, une pour homme. Donc c'est une culture très différente. C'était au moment où vraiment l'horlogerie suisse commençait à se professionnaliser. Donc les premières structures au niveau de la distribution, retravailler les collections qui étaient parfois très pléthoriques, commençaient à avoir un marketing assez pointu avec l'utilisation parfois de star copy ou des habitudes ou des usages qui venaient vraiment en fait du marketing américain très puissant. D'avoir des emblèmes, des égéries. C'est ça, ouais. Et en plus, il fallait les bonnes personnes par rapport au marché. Parce que oui, mais en fait, dans le cas d'Omega, à l'époque, on travaillait avec James Bond et on travaillait avec Cindy Crawford. Donc James Bond, c'était plutôt le côté masculin, Cindy, c'était plutôt le côté féminin. Et naturellement, c'était deux visages très très forts. Et ça, c'était assez global. Oui, parce que c'est vrai qu'Omega et beaucoup de maisons, souvent, elles ont un lien très fort culturel. Donc typiquement, la James Bond, ou par exemple les JO, les choses comme ça. Et fortement, vous rassemblez et portez. Parce que James Bond, c'était connu dans le monde entier, à l'époque. Absolument, oui.
Donc, il n'y a pas beaucoup en fait, de médias qui permettent à des maisons de se raccrocher, surtout à l'époque, je pense, dessus, pour placer une montre et faire ensuite en sorte que cette marque soit reconnue partout dans le monde. Oui, cette approche était assez brillante. C'est Jean-Claude Biver qui était à l'origine de tout ça, en plus d'autres choses. Et c'est un génie du marketing. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est toujours Omega, des derniers James Bond, les JO. Et je crois savoir que Cindy Crawford est toujours en contrat avec Omega. Et d'ailleurs, leur fille prend la relève. A pris la relève. Incroyable, je ne savais pas. Ah, c'est super. Et donc, là, votre mission à l'époque, c'est donc d'aller, j'imagine, ouvrir ces pays, ou en tout cas les faire grossir, continuer d'avoir des relations commerciales. En même temps, on a une structuration du marché qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus scalable. Donc, des collections qu'on peut répliquer avec des calendriers peut-être un peu plus structurés. Oui, une qualité de distribution avec des boutiques qualitatives, des personnels formés, qui soient le relais en fait de l'expérience de la marque au Vietnam ou en Inde ou au Pakistan. Ce qui est parfois assez amusant parce que on va pas travailler en formation avec un Pakistanais quand on travaille avec une Vietnamienne, c'est sûr. Et puis c'était aussi les premiers événements que les marques faisaient sur les territoires, donc c'était parfois très amusant. C'était parfois un petit peu chaotique, mais c'était toujours très sympa. Vous avez des exemples ? Ah oui, le jour où Omega a amené Cindy Crawford à Bombay, c'était quelque chose. Hein. Pourquoi ? C'était l'événement de l'année En fait, vous imaginez pas. Bombay, à l'époque, c'était, je sais pas combien de millions de personnes. Et en fait, Cindy Crawford devait descendre une rue pour aller ouvrir officiellement, inaugurer un point de vente à Malabar Hill. Et puis, en fait, le monde est arrivé, en fait, et les policiers ont littéralement pris les gens pour les balancer au-dessus des... Oh, mais c'était très... C'était sauvage. Oh, c'était sauvage. Mais c'est plein de souvenirs très piquants. Oh, ouais, tout à fait. Ah ouais, puis de toute façon, après, ça marque l'histoire, et puis les gens, ils en parlent. Oui, mais voilà, il faut remettre dans le contexte, ça fait 30 ans. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Excellent. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait après ces 4 ans, on a dit ? Alors après, on m'a demandé de reprendre la filiale pour... la filiale française pour Omega. Donc j'ai fait chef de marché Omega en France pendant presque 15 ans. Et donc là, 15 ans. Oui, tout à fait. Parce que je suis arrivé en 2001 et je suis passé après chez Longines en 2015. Et ce qui était très sympa, c'est qu'avec Omega en France, la mission, c'était vraiment de rafraîchir et de retravailler en fait une nouvelle clientèle. Donc il a fallu vraiment nettoyer, mais vraiment c'est le terme, hein, toute la distribution. En France, quand j'ai pris Omega en 2001, il y avait 400 points de vente ouverts et 350 actifs. En l'espace de 2 ans, on est redescendu à 100 points de vente. Donc on a tout fermé, tout nettoyé. On a rouvert de nouveaux points de vente beaucoup plus qualitatifs. La marque a été considérée comme une marque un petit peu vespérale. Il a fallu redonner un petit peu un coup de jeune, retravailler aussi l'image pour attirer une nouvelle génération, plus sur les produits un peu iconiques comme la Speedmaster ou la Seamaster, sachant qu'en parallèle, on avait cette manne asiatique qui commençait à arriver en Europe et qui achetait beaucoup de cadeaux, en l'occurrence, aussi des montres et Omega en particulier. Donc c'était vraiment un truc très sympa. Et comme on n'avait pas toujours les bons distributeurs aux beaux endroits, on a été la filiale qui était la plus pionnière en termes de retail. Parce qu'en 2007, on avait déjà 8 boutiques Omega en France. Et quand on regardait en fait les chiffres qu'on avait en fait entre le retail et le wholesale, la France était à l'inverse des autres. On avait un camembert à 70% qui était dû au retail et un quart qui était dû au wholesale. Et c'était l'inverse de tous les pays. Et on m'avait surnommé Pac-Man, parce que moi je mangeais tout le monde. J'adore, c'est excellent. Et on a été aussi à l'origine des premières velléités de travailler sur l'e-commerce en France avec Omega. Ce qui n'a pas été suivi après par la suite. Et petite question, comment c'était à l'époque donc en fait, il fallait mettre en place parce que vous ne l'aviez pas fait d'ouvrir des boutiques en propre en Asie. Si, mais c'était des franchises, soit des détaillants locaux. Ce ne sont pas les mêmes contrats, pas les mêmes règles. Oui, tout à fait. là, c'est corporate. Hein. C'est les fonds propres, etc. Et quels sont les avantages? Parce que c'est un peu une question un peu plus stratégique, mais c'est vrai que y a pas mal de débats aujourd'hui entre des marques qui étaient totalement
qui faisaient que du wholesale, qui aujourd'hui font 100% du retail, n'en font plus du tout. Certaines qui font un peu des deux, certaines qui veulent réduire l'un, certaines qui pensent quand même que le wholesale, en tout cas peut-être dans certains pays, sont la clé, d'autres qui pensent que c'est vraiment les franchises. Quelle est un peu votre vision là-dessus et les avantages un peu de chacun, notamment peut-être dans des marques comme ceux-là? Tout dépend de la stratégie de marque. Aujourd'hui, chez Grand Seiko, on a une stratégie qui est assez claire, dans le sens où la marque, qui était créée en 1960 au Japon, n'est jamais sortie techniquement du territoire japonais avant 2010. La marque était domestique pendant 50 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la marque commence à devenir très forte en termes de réputation, de qualité, de finition, de savoir-faire, et d'excellence dans la manufacture. Et donc, de plus en plus d'Occidentaux allaient au Japon, sur Ginza, pour acheter des Grands Seiko, parce que la marque n'était pas disponible. Les Japonais ont commencé à voir ça, et commencé aussi à voir que, comme la marque n'était pas disponible en dehors du Japon, certains distributeurs japonais commençaient à vendre sur Internet Grand Seiko. Donc ils se sont dit que c'était peut-être le moment de pouvoir accéder à un territoire international. Voilà. Donc ils ont ouvert quelques filiales, l'Allemagne, la France, les États-Unis, avec la structure des filiales Seiko existantes. Mais ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, on a vu que Grand Seiko était distribué par les mêmes personnes qui distribuaient Seiko, avec un produit différent, une marque différente. Donc quelque part, c'est je dirais les résultats étaient mi-figue, mi-raisin. Où il y a eu vraiment un shift. Un shift, c'est quand Akio Naito, qui était au légal chez Seiko, est devenu prendre la direction générale de la filiale américaine de Seiko. Il s'est aperçu qu'il était peut-être très pertinent de créer des structures indépendantes pour Grand Seiko, et d'avoir en fait deux marques indépendantes, chacun couvrant son segment de prix et allant chercher différents types de personnes. Donc il a convaincu le management, et il y a eu officiellement en 2017, c'était durant la foire de Bâle, Baselworld, l'annonce que Grand Seiko devenait indépendante de Seiko, donc marque à part entière. Et pour ça, on a créé, sous la guidance, sous l'égide d'Akio Naito, la première filiale aux États-Unis qui s'appelle toujours d'ailleurs Grand Seiko Corporation of America. Là, Akio a nommé un garçon qui est un Français, qui s'appelle Brice Troadec, qui est toujours président enfin, Troadec, il n'est pas breton, hein, il est normand. Et Brice a fait toute sa carrière chez Omega. On revient en 2001, quand j'ouvre la boutique ici, la première boutique rue de la Paix pour Omega, Brice était mon directeur de boutique. Il avait une formation d'hôtelier, et je me suis dit, c'est bien d'avoir en fait un garçon qui présente bien, qui a une formation d'hôtelier, parce qu'ils sont très liés au service et à la qualité du service client. Et c'est aussi une personne qui avait une certaine, je dirais, sensibilité pour l'horlogerie, pour l'esthétisme, le beau. Il a fait une très belle carrière chez Omega, parce qu'en fait, il a terminé comme directeur d'Omega aux États-Unis. Un grand marché. Qui était à l'époque le 4e marché Omega au monde, ouais, avec un devenir potentiel. En fait, il avait été envoyé là-bas pour ouvrir toutes les boutiques. Donc, il était parti aux États-Unis, je pense, en 2009. Il a ouvert une trentaine de boutiques aux États-Unis, peut-être 25 ou 30, je ne sais pas exactement. Et puis là, il a été récupéré par Akio pour créer la première structure des Grands Seiko aux États-Unis. Et ensuite, on a créé donc en 2020 Grand Seiko Europe pour s'occuper de l'Europe. On a commencé en Europe avec 8 pays. Aujourd'hui, on a 25 pays sur le scope de Grand Seiko Europe. Il y a 2 ans, on a créé la structure à Singapour, donc Grand Seiko APAC, et on a créé il y a 1 an la structure chinoise. Donc aujourd'hui, on a 4 filiales, plus la structure dédiée au Japon. Vous avez combien de boutiques? Alors, on a au Japon à peu près 200 boutiques aujourd'hui, enfin détaillants, et on a une petite vingtaine de boutiques. On a aujourd'hui, en dehors du territoire japonais, 3 boutiques aux États-Unis, une historique qui est à Miami, une autre qui est sur Rodeo Drive à Los Angeles. On avait une boutique sur Madison qu'on a fermée, qu'on a réouvert il y a 1 an, parce que maintenant on est sur Madison 55 avec un point de vente
qui a 380 mètres carrés de surface de vente. C'est un énorme paquebot qui est magnifique. On a une boutique sur Old Bond Street, New Bond Street, sorry, à Londres. Naturellement, cette boutique qui est un flagship qu'on a ouvert en 2020. On a une boutique sur Marina Bay Sands à Singapour et une autre boutique dédiée Grand Seiko Corporate à Melbourne. Et après, on a des boutiques de franchise parfois. Et vous avez combien entre le wholesale et le retail? Alors, en dehors du Japon, on va être approximativement sur 400, 420 points de vente et au Japon 200. Donc en gros 650 points de vente au global. Ouais. Et question un peu par rapport à ça. Donc vous avez fait 15 ans chez Omega. Donc là, c'était vraiment ouvrir des boutiques. En fait, finalement, multicasquette sur, j'imagine, trouver l'endroit, faire l'architecture, trouver le bon merchandising, les bons produits par rapport à ma clientèle, faire donc les bonnes activations marketing, construire l'image de marque et animer avec, j'imagine, des événements, etc. avec les équipes. Donc ça, vous avez fait grossir Omega. Et ensuite, vous quittez Omega. Oui, je pars chez Longines. Chez Omega, il y a quand même une structure qui était basée, enfin qui est toujours basée à Bienne, qui était quand même très très forte. La marque était déjà très construite et très forte. Ce qui est très sympa avec Grand Seiko, c'est qu'en fait, on a commencé de rien en Europe. Oui. J'ai commencé tout seul, avec par la suite une personne qui m'a rejoint pour le marketing très rapidement, Clémence, Charlotte qui est arrivée en septembre. Et après, on a commencé à monter la structure avec l'équipe de vente. C'était pas les guidelines, c'était Frédéric, tu viens chez Grand Seiko, entre guillemets, démerde-toi. Voilà ton budget, voilà ton truc, tu te débrouilles. Ouais, alors qu'Omega, il y avait une structure, c'était propre. C'était rien à voir. Puis pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes revenus, etc. Et puis là, en plus, la différence, c'est que Grand Seiko est une maison donc japonaise qui vient donc s'implémenter en Europe. Qui était inconnue. Alors que là, à l'inverse, Omega était quand même très connu. Oui, bien sûr. C'était deux scopes de travail très différents. On est parti vraiment d'une feuille blanche ici, il y a 5 ans. Oui, puis il fallait tout faire. Il fallait tout faire. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui était le plus challengeant? Le plus intéressant, c'est qu'en fait, on avait on a toujours une totale, un peu moins maintenant, mais on avait quand même une totale liberté sur la structure, et que ça a été relativement vite. Ce qui était aussi assez intéressant, c'était ce moment où on a commencé et le Covid est arrivé. En fait, j'aurais dû ouvrir cette boutique fin mars 2020, et le 23 mars, c'était le lockdown un peu partout. Et c'était assez compliqué en fait de commencer une structure avec une situation quand même assez particulière. Ça s'est vite passé en fait, on a commencé à prendre nos marques et la stratégie s'est vite mise en place, c'est-à-dire que les différentes maisons étaient très, très anxieuses, peureuses de demander à leurs équipes d'aller sur le terrain. Et moi j'étais le seul à voyager, au départ j'étais tout seul, donc j'allais en Italie, j'allais en Allemagne, j'allais en France, voir des détaillants en disant ben voilà, moi j'ai un nouveau produit qui est super, et ils avaient le temps, parce qu'ils avaient que ça à faire. Donc en fait... parce que Grand Seiko n'était pas du tout distribué en Europe. Il y avait 15 points de vente sur le territoire européen, qui étaient majoritairement des gens qui distribuaient aussi Seiko. Aujourd'hui, ces 15 points de vente qui existaient, en dehors des boutiques Seiko, il en reste 4. Ouais. Donc pareil, on a recliné, on a réouvert des points de vente qui faisaient sens. Et puis aujourd'hui, on target des points de vente qui sont des points de vente qui non seulement présentent en fait des marques qui sont équivalentes en termes de segment de prix, voire supérieures, mais qui sont encore là dans 10 ou 15 ou 20 ans. Voilà, à Paris, on travaille avec Dubaï, par exemple, on travaille avec Bucherer en Suisse, en France aussi, en Allemagne. Ce sont des points de vente qui seront là encore dans 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on s'inscrit pour une collaboration qui est sur le long terme. C'est l'avantage de Grand Seiko, c'est qu'en fait, on a réellement pu commencer sur une création de marque en Europe, parce que la perception de la marque pour les gens de ma génération, c'était plutôt Seiko, donc c'est pas vraiment. Donc aujourd'hui, le travail qu'on a fait, c'est d'aller chercher des jeunes. Les clients de Grand Seiko Europe sont des gens qui ont entre 30 et 35 ans aujourd'hui, une clientèle très très jeune. Et vous faites le tour d'Europe. Beaucoup de clientèle qui sont vraiment des Européens, non pas des
personnes plutôt asiatiques qui viennent Non, acheter parce qu'en fait... le but, c'est vraiment d'aller le faire connaître aux locaux. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la marque est très forte au Japon. Aujourd'hui, on a un taux de change entre le yen, l'euro et le dollar qui est réellement en faveur de l'euro et du dollar. Plus la détaxe, c'est quasiment entre 15 et 20% moins cher d'acheter aujourd'hui un produit de luxe au Japon. Donc il y a beaucoup de ventes qui se font au Japon auprès de Français, auprès d'Allemands, auprès d'Américains, de Singapour. Ici, en Europe, on a un peu d'Américains qui consomment Grand Seiko parce que la marque est forte aux États-Unis, mais clairement pas d'asiatique, parce que la marque est quasiment inconnue en Chine, et les Japonais achètent chez eux, ce qui est assez logique. On a de plus en plus, par contre, de gens du Moyen-Orient qui commencent à acheter ici en Europe. Vous êtes un peu installé au Moyen-Orient? On a un distributeur à Dubaï, aux Émirats. Ouais. Mais c'est léger, pour l'instant. La structure est en train de mettre en place aussi. Et comment vous avez fait concrètement pour... donc là, vous avez ouvert... Donc, en fait, c'était vraiment des opérations commerciales. Il fallait une boutique obligatoire. Ouais, la boutique de Vendôme a été vraiment la clé de voûte de toute la distribution. Il était facile pour moi d'aller en Italie, d'aller voir un distributeur. Je prends l'exemple Verga, qui est un distributeur qui fait des maisons renommées à Milan. C'est une nouvelle génération. C'est à l'époque de garçons qui avaient 23 à 25 ans. Leur père allait transmettre. J'étais les voir, ils sont venus ici, j'avais toute la collection, tous les modèles. Il était facile en fait de pouvoir faire du touch and feel, montrer vraiment la collection. Et ça a été un outil absolument phénoménal, Vendôme, dans toute l'Europe, pour pouvoir ouvrir et convaincre en fait de nouveaux distributeurs et de nouveaux partenaires. C'était facile de trouver cette boutique? Oui, ça n'a pas été très compliqué. En même temps, vous étiez patron d'Omega France avant, donc vous connaissiez le terrain. En fait, on a toujours des brokers. Donc les Japonais voulaient absolument Place Vendôme. Peut-être moins de trafic que les Champs-Élysées. Par contre, la renommée, c'est Place Vendôme, quoi. C'est un cran un peu supérieur en termes de résonance. Et c'est très sélectif, c'est ce qu'on cherchait aussi. Et la boutique, comme vous la voyez ici, elle est unique. C'est-à-dire que le dessin de Kengokuma, il est nulle part ailleurs dans le monde. Ni à Tokyo, ni à New York. C'est un rendu qui est juste une œuvre d'art qui est unique. Et donc là, vous avez ouvert cette boutique, vous avez ouvert vos points de vente et partenaires. Et donc la France et tous les autres pays. Et avant-après, il y a 4 ans et maintenant? Quand j'ai été au Japon, la première fois, avant d'entrer chez Grand Seiko, j'étais en contact avec Aki Yoneito parce que Brice me téléphone, et à l'époque j'étais chez Longines, et il me dit écoute, on cherche quelqu'un pour s'occuper de l'Europe, ça t'intéresse? Qui est Omega, qui était en fait mon ancien directeur de boutique, qui était ensuite le directeur d'Omega États-Unis, qui est en fait redevenu le président de Grand Seiko Europe, de Grand Seiko États-Unis. Un jour, je pars à New York avec mon épouse. Enfin, Brice me téléphone, c'était en 2017, en disant je vais rejoindre Grand Seiko. Je dis mais pourquoi? T'es bien chez Omega? Non, mais Grand Seiko, la marque est super. Je dis mais cette marque, elle est inconnue. C'est pas du tout le même scope. Et Brice me dit non, la marque est géniale. Techniquement, c'est des produits de manufacture. Et les Japon veut mettre l'accent sur le redéveloppement et la création de Grand Seiko à l'international. Je dis, ok, très bien. C'est ce qu'il veut. Et un jour, je pars en week-end avec mon épouse et on va à New York et je fais le tour des endroits un peu stratégiques à New York et je vois Grand Seiko positionné toujours entre Patek, Rolex, enfin des marques vraiment à Soho, sur Hudson Yard, sur Madison. Et je dis, impressionnant, quoi. Je veux dire, avec Watches of Switzerland. Donc je téléphone à Brice. Et je lui dis, mais c'est super ce que tu as fait. Il me fait, mais t'es à New York, tu aurais dû me le dire. Je dis, écoute, je suis privé, bon. Et il me dit, by the way, on cherche quelqu'un pour l'Europe, ça t'intéresse? Et je dis, pourquoi pas? Et 3 semaines, un mois après, je rencontre Aki Yoneito ici à Paris, qui me parle de sa vision du développement de Grand Seiko à l'international. Et je suis sous charme. Lui est physiquement très froid, il est habillé gris, enfin ouais, c'est un japonais financier. Voilà. Par contre, quand il commence à parler, vous savez, on ressent l'énergie, la vision, le charme, et je suis captivé. Et je sors de l'entretien, je dis à mon épouse,
c'est intéressant ce qu'ils veulent faire, en fait. On continue, et en fait, je pars au Japon. Je voulais absolument toucher le produit avant et voir un petit peu la qualité. Quand vous allez défendre un produit ou une maison, hein, il faut quand même la connaître un minimum et surtout avoir cette... Moi, je suis très tactile, cette dimension matérielle et esthétique. De comprendre l'histoire, ouais, son ADN. C'est ça. Et j'arrive au Japon et je vais à Morioka où on fabrique nos mouvements automatiques et mécaniques. Et là, je tombe sur un horloger qui réellement est passionné. Et le gars me dit, on a à peu près le même âge. Et il me dit, j'ai un devoir moral de transmettre à la génération future ce que j'ai appris de la génération précédente, mais avec une valeur ajoutée en plus. Il faut que j'ajoute en fait quelque chose de plus beau. Et là, ping, valeur, morale, transmission, c'est des choses qui m'ont réellement beaucoup parlé. Et j'étais très touché. J'étais très fan de la qualité produite, de la manière dont les artisans et les horlogers au Japon travaillaient à la main, les anglages, l'assemblage, le cadran, les cadrans, même l'arrière du boîtier. Ouais, toutes ces finitions et ce détail, qui était quelque part aussi un respect très fort par rapport à leur art, mais aussi, je dirais, pour le client qui va l'acquérir. Et ça m'a réellement touché. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec cette maison-là. Je sors de la manufacture, on se croirait dans le Jura, hein, c'est un peu, voilà, c'est une usine blanche, entourée dans les montagnes, pas très loin du mont Iwate, avec des arbres, des sapins partout. Et je téléphone à mon épouse. Et je dis, écoute, je crois que je vais rejoindre Grand Seiko, parce qu'ils ont des produits qui sont absolument incroyables, quoi. Et elle me dit, fais ce que tu veux, mais demande aux Japonais de changer le nom, parce que tu ne pourras jamais monter, en fait, une marque de luxe avec le nom Seiko en Europe. Et je dis, mais t'es gentil, ma chérie, enfin, la marque, elle a 60 ans, je ne vais pas demander aux Japonais de tout changer, parce que tu penses que... Et quelque part, l'argument, je le comprenais à l'époque, parce que Grand Seiko n'était pas connu. En Europe, c'est connu comme Seiko, qui est une marque. Oui, c'est ça. À l'époque, il faut revenir il y a 5-6 ans. Hein. À l'époque, Grand Seiko n'était pas connu, il n'y avait aucune réputation, aucune dimension de marque. Et donc, quand on parlait Grand Seiko, c'était de facto Seiko. Et Seiko était, la perception de Seiko, encore aujourd'hui, c'est une marque de qualité, mais de volume. Parce que Seiko, c'est le prix moyen Seiko quand Seiko. Alors, Grand Seiko, on est à 7 000 € en Europe, et Seiko, on va être à 500, 600. Ouais, voilà. Et à l'époque, Seiko était à peu près à 350-400 et Grand Seiko était à 3000. Mais donc la perception, elle était très liée à Seiko. Et c'est aussi ma génération, parce qu'en fait, quand j'avais 20 ans et je me suis en fait ouvert au monde du beau, Grand Seiko n'était pas présent. Il y avait d'autres maisons qui m'intéressaient beaucoup plus que Seiko, ce qui est logique, parce que Seiko était une chose qui était relativement facilement accessible. C'est pas un rêve. Quelque part, quand on a 20 ans, d'acheter une montre qui est à 300, enfin 200 ou 300 €. Par contre, c'est un rêve d'avoir des trucs absolument exceptionnels. Et, c'est ça. Enfin, le prix, on arrive à une dimension en fait où il y avait une très belle phrase de Biver qui un jour m'a posé la question, Monsieur Bondou, qu'est-ce que le luxe pour vous? Vous êtes français, je me souviens, on était chez Omega. Je commençais chez Omega. Et moi, je suis une théorie, type sac à pain, comme on dit en Suisse. Et il fait, mais c'est n'importe quoi, monsieur Bondou, n'importe quoi. Ce qui c'est sûr, c'est qu'en fait, le luxe, c'est la ressource. Et à l'époque, Blancpain faisait une pièce qui s'appelait la 1735, qui était en fait une pièce commémorative de la création en fait, de la marque Blancpain par Jean Blancpain. Et c'était une pièce la plus compliquée. Je crois qu'il y avait 10 complications dans une seule pièce. Et M. Biver de dire, vous savez, nous, chez Blancpain, parce qu'il travaillait, il était CEO de Blancpain à l'époque, parce que c'est lui qui avait racheté Blancpain, qui avait relancé Blancpain. On a 2 horlogers capables de faire la 1735. On en sort 5 par an. Sur les 5 par an, il y en a 2 qui marchent. Ça, c'est du luxe. Et il n'avait pas tort. C'est la rareté de la ressource, soit de la ressource naturelle, un diamant, une pierre très exceptionnelle, ou en fait la rareté du savoir-faire. Et aujourd'hui, d'autant plus, on a quelques artistes qui sont à des niveaux absolument exceptionnels, qui vont être
capables de créer des œuvres d'art. Le luxe a été galvaudé, le terme luxe est galvaudé aujourd'hui. Le vrai luxe, c'est clairement en fait une ressource qui est tellement exceptionnelle qu'elle est même plus rare, elle est introuvable. Il y a plein de maisons aujourd'hui qui proposent plein de produits de luxe, mais qui sont en fait faits en CNC. Mais c'est OK, hein. Tout le monde a sa part du gâteau. Mais le vrai luxe, cette rareté, elle est réellement dans la ressource. Ouais. Et quand j'étais chez Grand Seiko, et j'ai vu ces artisans qu'on appelle au Japon des takumi, des experts, ils ont un savoir-faire tellement unique. Un artisan n'a pas le même savoir-faire ou la même dextérité après 10 ans de travaux, 13 ans d'expérience, ou 20 ou 30 ans d'expérience. Vous arrivez à un âge, à 45, 50 ans, où vous avez une maîtrise de votre art qui est au summum. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va transmettre. On va prendre un apprenti, on va le faire monter en puissance. Et c'est vraiment au moment où vous avez entre 10 et 15 ans, je dirais, de carrière devant vous, où vous allez donner le meilleur de vous-même, parce que vous êtes déjà devenu un sage, parce que vous êtes vous-même peut-être parent, et que vous savez qu'un jour, vous allez passer à autre chose. Et c'est le meilleur cadeau qu'un homme puisse faire à quelqu'un, c'est lui donner, en fait, lui transmettre tout son savoir et tout son amour de son métier. Et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est le comparatif du savoir-faire horloger japonais vs suisse. Les mouvements sont totalement différents. Mm-hmm. Comment ça s'est créé? Parce que ça, c'est une vraie question un peu historique, mais comment le savoir-faire horloger, enfin, tous les pays n'ont pas des horlogers pour créer des mouvements. C'est un savoir-faire suisse qui est très connu. Comment ça s'est développé au Japon? Au Japon, en fait, l'affichage occidental est arrivé à la fin du 19e. Avant, c'était ce qu'on appelait des affichages Edo. Et puis, il n'y avait pas de montres, vraiment, c'était plutôt des horloges. Quand Kintaro Hattori a créé Seiko, la structure de base de Seiko en 1881, c'était réellement une personne qui, d'abord, importait des mouvements d'Europe, les assemblait pour en faire des horloges. Et petit à petit, en fait, c'est structuré pour avoir sa propre manufacture, sa création de mouvements, et après avoir des emboîtages qui permettaient d'avoir des montres. Arrive la Seconde Guerre mondiale, il y a naturellement dans tous les pays une accélération des demandes militaires pour tout ce qui était instrumental, dont l'horloger en bénéficie, hein, les Suisses comme les Japonais, parce qu'ils ont beaucoup de contrats avec différentes armées, la Royal Air Force, l'armée française, la Lufthansa, je sais pas moi. Et souvent, on voit apparaître là des Première Guerre mondiale déjà, hein, avec des artilleurs, et c'était un accélérateur technique. Pareil pour le Japon. Dans les années 50-60, on a chez Seiko vraiment une montée en puissance des calibres mécaniques, et en parallèle, on commence à avoir des techniques un peu plus électriques ou électroniques, avec l'arrivée du quartz. Et là, on est dans les années 60, et le quartz japonais, en l'occurrence Seiko, vient littéralement détruire l'industrie suisse, parce que c'est un produit qui est techniquement plus fort, beaucoup plus précis et beaucoup moins cher. Et donc, met réellement à mal l'industrie suisse qui est à la base mécanique. Ouais. Elle ne donne pas toujours la bonne. Voilà. Et les Suisses essayent de se battre et de développer des mouvements quartz de manière qualitative et de manière industrielle, mais les coûts de revient sont tellement chers que les Japonais les mettent KO, quoi. Et à la fin des années 70, on repart sur d'autres paradigmes, parce que c'est là où en fait, beaucoup de manufactures suisses sont littéralement exsangues, et qu'un consultant de Zurich arrive, en l'occurrence M. Hayek, et repart sur une autre base, et va créer Swatch et toute la base du renouveau de l'industrie suisse. Après, ça, c'est une autre histoire. La philosophie japonaise, elle a toujours été axée sur... D'abord, le marché domestique. Il ne faut pas oublier que le Japon est la troisième puissance mondiale, qu'aujourd'hui, 65% du PNB japonais est directement lié à la consommation domestique.
Ça, souvent, on l'oublie, même si on pensait que les Japonais sont des gros exporteurs. Ils sont des gros exporteurs. Mais 65% de la création du PNB du Japon est liée à une consommation domestique. Et c'est d'abord cette culture domestique qui va faire grandir l'industrie japonaise horlogère, en l'occurrence avec beaucoup de marques qui aujourd'hui encore existent au Japon, qui n'existent pas, qui n'existent pas techniquement en dehors du Japon. On a relancé il y a 3 semaines la marque Credor, qui est une marque qui avait été créée dans les années, dans les années 60 aussi, qui utilisait parfois des codes qu'on utilisait aussi en Europe, parce que Gérald Genta a travaillé pour Credor, a créé un modèle qu'on appelle la locomotive, qu'on a ressorti il y a 1 an, en série limitée, qu'on ressort là d'ailleurs de manière plus récurrente. Mais cette culture japonaise est très liée à la société japonaise. Et donc ce qui est sympa, c'est comment prendre cette DNA japonaise et la ramener en fait en dehors du Japon. Ça a été assez simple malgré tout parce que moi quand j'ai grandi et j'ai été nourri à la culture américaine. Les films d'Hollywood, Coca-Cola, McDonald's, Levi's, voilà. Et quand j'avais 15 ans, j'avais qu'une envie, c'était de partir à New York, voir ce qui se passait. C'est logique. Cette globalisation s'est faite sur une génération. La génération qui arrive, celle de nos enfants, de mes enfants en tout cas, est beaucoup moins liée à cette envie d'aller aux États-Unis que nous pouvions avoir. Est arrivé la K-pop, est arrivé en fait des cultures manga, donc le Japon, l'Asie rayonne aujourd'hui. Donc s'adresser à une population de 15, 20 ans, 25 ans avec des codes éducationnels asiatiques et japonais sont beaucoup plus aujourd'hui intéressantes à travailler parce qu'il y a un terrain qui est fertile, il y a un terreau sur lequel on peut commencer vraiment à... Et en plus de ça, on a une qualité de produit qui est juste incroyable. Parce que les Japonais sont très... ce sont des artistes, ouais. Ils ont un respect... la dernière fois, vous m'expliquiez, ils sont très liés à la tradition. C'est réellement... le Japon, c'est... Vous avez déjà été au Japon? Jamais. Alors, si un jour vous allez au Japon, vous allez voir, vous allez être... Choc culturel, paraît-il. Alors, choc culturel, vous allez être touché par 2 choses. La modernité de Tokyo, parce que c'est une ville qui est très très moderne. Mais quand vous rentrez dans les petites ruelles, vous avez là toute l'histoire du Japon, toute la culture japonaise traditionnelle. C'est vraiment un pont entre la tradition et la modernité. Quand vous sortez de Tokyo, vous allez prendre le Shinkansen par exemple, qui va aller très très vite, et vous allez voir en fait il y a autour de Tokyo, ou de toutes ces conurbations, il y a très peu d'arbres en fait. Et puis vous sortez à un moment, et là, c'est la nature complète. Et c'est un retour, non pas au Moyen-Âge, mais c'est vraiment la campagne. Et c'est très intéressant de voir cette bicéphalité de cette culture qui est très moderne d'un côté et très ancrée dans la tradition et les rites de l'autre. C'est flagrant. C'est un choc culturel, oui, mais c'est aussi un choc émotionnel parce que vous ne comprenez pas comment marche la société japonaise. Les codes d'interaction sociale sont très différents de ce qu'on peut vivre ici en Europe. Et donc il faut regarder, il faut apprendre petit à petit. Et puis ce sont des gens qui sont isolés, parce que c'est un archipel, ils se protègent vraiment de l'étranger, parce qu'ils veulent en fait se conserver et conserver leur culture. Donc en fait l'étranger est toujours considéré comme une potentielle menace. Menace, non. Danger, oui. Parce qu'il y a une incompréhension. Et petit à petit, en fait, ça voilà. Et c'est aussi pour ça que les Japonais sont aussi très forts de manière industrielle, de manière commerciale, parce qu'ils ont des idées très différentes des nôtres. Vous avez des exemples? Oui, ils sont parfois très agiles, ils vont penser à des choses, ils sont très out of the box par rapport à nous, parce qu'eux, ils ont une vision un peu différente de ce que nous, on peut estimer le marketing ou la communication, et dans certains cas, ça marche très très fort. Mais ils sont très, de plus en plus, ils nous écoutent quand même. Ils prennent beaucoup d'avis qui viennent de leur... Question, pourquoi c'est pas un Japonais qui a votre place?
Et pourquoi? Alors en fait, on a deux Japonais ici en Europe qui sont la tête de pont entre le Japon et l'Europe, et ils s'occupent de tout ce qui vont être les relations, l'aspect financier. Mais pourquoi c'est pas un Japonais? Parce qu'aujourd'hui, je pense que... Il ne faut pas que ça devienne une marque française voilà, ou européenne. C'est une marque japonaise qui s'adapte. C'est une marque japonaise. Ils ont pris des locaux parce que d'une part, ils estiment que les Français ou les Italiens, en l'occurrence, ont cette qualité que n'ont pas d'autres nationalités au niveau de la culture et du message donné d'une maison de luxe. Vous allez faire un tour du monde, partout dans toutes les boutiques de luxe, vous avez soit des Français, soit des Italiens qui sont à la tête. C'est comme ça. On a, nous, vous savez, le luxe, il est soit hérité d'une culture familiale ou de codes éducationnels que vous avez reçus de votre famille, soit via l'argent. L'argent achète beaucoup de choses, sauf une chose, enfin deux choses, la santé et l'éducation. L'éducation, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas, ça ne s'achète pas. Et ça, les Français et les Italiens de famille le possèdent. Ils ont cette culture aussi du beau, de l'esthétisme, ils ont cette vision de certaines qualités de la vie. On appelle ça la dolce vita en Italie, on appelle ça, je sais pas moi, l'art de vivre en France. On sait jouir des choses simples qui, en fait, nous rendent heureux. Et ça, je pense que c'est assez clair. On avait, il y a un an, M. Takahashi, qui est le président du holding de Seiko Group, qui était ici pour les Jeux Olympiques à Paris, qui est venu accompagner des athlètes japonais que Seiko, le groupe Seiko a sous contrat. Et on était ici assis, comme on est ici tous les deux, Lou, et il me disait comment on peut faire pour développer Seiko plus dans le monde, votre avis, Frédéric? Et je lui dis, partons du principe qu'on veut créer la première marque de luxe mondiale japonaise avec Grand Seiko. Et il y a un truc qui est important, si on prend le parallèle, en fait, toutes les autres marques de luxe sont majoritairement, historiquement, européennes, italiennes, françaises, un peu britanniques. On peut dire que les marques de luxe de l'horlogerie sont suisses, les marques de luxe automobiles sont peut-être allemandes, mais les marques de luxe ancrées dans la tradition sont plutôt des... Français-italiens. Voilà, il y a une chose qui est claire, c'est que toutes les maisons de luxe ont besoin, pour être fortes en termes de revenus, d'être fortes en termes de réputation et d'image en Europe, mais le revenu, il vient toujours de l'Asie et il vient toujours des États-Unis. C'est en fait les Asiatiques, les Américains qui consomment. Quand vous allez sur le faubourg, chez Hermès, vous avez, je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires que font les Français là-bas, mais je suis persuadé que c'est moins de 20%. Le reste, c'est asiatique et américain. Si je ne dis pas de bêtises, mon chiffre n'est peut-être pas à jour, mais il me semblait qu'il y a un peu une moyenne qui dit que le français dépend et représente à peu près 5-6% en France. Donc c'est vraiment très très peu. Par contre, la marque est forte localement. Pareil pour Bulgari, pareil pour Fendi, pareil pour Louis Vuitton. Pareil. Donc, quelque part, le paradigme, il n'est pas différent, même si c'est une marque japonaise. Il faut qu'on soit forte naturellement au Japon, il faut qu'on soit fort en Europe, et le revenu viendra du reste. Et un truc assez contradictoire, c'est que souvent, on va se refléter à... donc, certaines ont parlé d'égérie, de choses comme ça. Et souvent, les Français ou Italiens, vu que c'est le cœur du réacteur, on va porter les valeurs, mais finalement... on porte sans porter, alors que du coup, on va avoir des Asiatiques ou des Américains qui vont porter les pièces d'une éducation tellement différente, avec une image différente aussi pour les marques, et comment on arrive à rester sur un alignement des valeurs, parce qu'on peut le voir avec les réseaux sociaux, le luxe est beaucoup plus accessible maintenant, dans le sens où on accède au luxe beaucoup plus jeune. Qu'avant, donc on n'a pas les mêmes codes, etc. Donc comment on arrive des fois à garder son ADN et toucher la jeune génération sans que ça en pâtisse l'image? Encore une fois, qu'est-ce qu'est la définition du luxe? Aujourd'hui, on a beaucoup de marques haut de gamme, qui sont des marques qui génèrent un chiffre d'affaires colossal, avec des codes qui sont très très bien gérés, un super bon marketing, une super expérience de marque. La qualité produit est OK. Et donc, on a un produit qui est assez, globalement, une marque équilibrée.
est-ce que ce type de produit, ce type d'expérience ne va pas être galvaudé d'ici 20 ans, 30 ans? Donc, je dirais, l'idée, en fait, c'est de monter en puissance de nouvelles marques qui vont reprendre le relais de ces vaches à lait et d'avoir des groupes qui travaillent différentes marques. Et voilà. Et c'est un business model qui est génial parce que ce business model, non seulement il protège toute l'économie, enfin tout l'écosystème qu'il représente, mais en plus il prépare l'avenir, il crée des emplois et il prépare effectivement la transmission. Mais ça reste global et très fort. Cette idée en fait de valeur et d'éducation par rapport à la consommation. Quand vous faites 1 ou 2 millions de pièces par an, un horloger XY, il faut quand même pouvoir les écouler. Donc quelque part, il n'y a pas de... Tout ça c'est complémentaire. C'est très complémentaire. Et j'ai une petite question, parce que finalement on n'a pas parlé de Longines, mais c'est assez drôle parce que vous avez fait Omega, donc on va dire un positionnement qui est peut-être équivalent, en tout cas en termes de prix, à Grand Seiko aujourd'hui. Oui. Après, vous avez fait Longines qui donc était déjà dans cette stratégie de premium. En fait, Longines, moi j'ai commencé à travailler Longines en 2015. Longines était un produit, enfin, une maison qui faisait plusieurs millions de pièces par an, avec une grosse partie de la production qui était en fait à vocation chinoise. Et petit à petit, en fait, on a réellement essayé de travailler de plus en plus Longines sur la clientèle locale. Donc, en fait, la montée un petit peu en puissance, la positionner en termes de distribution et de marketing, en tout cas en France, c'est ce que j'ai voulu faire, comme la première marque du segment supérieur. Parce que j'estimais que le volume allait perdre de son ampleur et que le tsunami, en fait, allait se faire. C'était au moment où les pièces digitales commençaient à arriver de manière folle. Et donc, je voulais protéger les chiffres d'affaires de Longines en France et donc, naturellement, passer au-dessus de ce truc-là. Ce qui a été fait plus ou moins. On a aussi monté rapidement le retail chez Longines en France. On a ouvert 4 boutiques en l'espace de 2 ans. Vous savez quoi? Ouvert 4 boutiques en espace de 2 ans, rue de Sèvres, Saint-Honoré, dans les grands magasins, et en parallèle, on a créé le e-commerce. Mais en tout cas, on a positionné Longines pour le futur. Ce qui se passe, et c'est très sympa, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce dont on avait peur, c'est-à-dire que l'avènement du digital a permis à de plus en plus de jeunes d'avoir un truc au poignet. Et donc, de facto, sont habitués, et des marques comme Seiko, comme Tissot, on en bénéficiait. Aujourd'hui, ces 2 marques se portent très très bien en termes de volume de chiffre d'affaires au niveau global, parce qu'on a recruté de nouveaux clients dans ce segment-là. Donc en fait, ce dont j'avais peur, en termes de perte de volume, était un effet boomerang. Et le digital a peut-être permis de recruter de nouveaux poignées pour la génération à venir. Et Grand Seiko, le digital, où est sa place? Nous, en fait, on fait du e-commerce aujourd'hui. Aux États-Unis, la plateforme e-commerce est la première boutique en termes de chiffre d'affaires. Ah ouais. Avec un prix moyen à 7 000 avec un prix moyen qui doit être aux alentours de $5 000, je pense, un peu moins cher que le prix moyen retail global États-Unis. L'année dernière, Madison est passé devant les e-commerce américains, mais en 2012, oui, c'était quasiment... c'est énorme. C'était quasiment 15% du chiffre d'affaires de la filiale américaine. Ouais, c'est hyper différent en Europe. En Europe, on a aujourd'hui une montée en puissance du e-commerce. Les seules différences, c'est que les États-Unis, c'est 250 millions de personnes, un seul pays, une seule langue. En Europe, c'est aujourd'hui, moi je travaille uniquement sur la communauté économique européenne pour le e-commerce. On a une vingtaine de pays et puis 17 langues. C'est un peu différent. C'est excellent, c'est pas du tout c'est beaucoup plus compliqué. Avec des règles de distribution et de taxes fiscales locales. Et moi j'avais une petite question là-dessus sur Grand Seiko, quelles sont les plus belles pièces, parce que moi je vous l'ai déjà dit, mais il y a tout un côté très vintage qu'on retrouve dans certaines pièces, d'autres pas du tout. Côté produit, Grand Seiko, c'est quoi? Les pièces qui vont de quoi à quoi? Alors on commence à 2 600 € et on va à 385 000 €. Ça c'est notre...
étalage. On a vraiment en fait un core range qui est entre 5 et 12 000 euros avec une montée en puissance d'une collection qu'on appelle Evolution 9, Evolution 9, qui est une collection qui a été redessinée d'après des dessins des années 1960, mais pour la nouvelle génération. Ça, c'est une collection qu'on a clairement lancée il y a 3 ans et demi, 4 ans, avec de nouveaux mouvements. C'est un produit qui va se situer majoritairement au-dessus de 10 000 euros, et c'est la clé de voûte du futur de Grand Seiko. Aujourd'hui, cette collection représente approximativement 20% de nos ventes, et donc c'est plutôt sympa, parce que c'est vraiment la stratégie du groupe qui fonctionne, avec des mouvements de qualité vraiment liés à une précision, liés aussi automatique ou spring drive. On a en fait des mouvements assez particuliers chez GS, qui est une chose unique, ce qu'on appelle les mouvements GS, spring drive. C'est Grand Seiko, c'est le nickname de Grand Seiko, GS. D'ailleurs, tout le monde, quand on est dans le milieu, on appelle en fait notre marque GS, c'est pas Grand Seiko, chez GS. Tu vas chez GS, ouais. Voilà, votre femme, elle l'a le deuxième nom. Je vais lui dire mille merci, by the way. C'est vrai que chez GS, on a cette chose qui est absolument unique et qui est géniale, qui est le Spring Drive, qu'aucune autre maison ne propose. C'est en fait, on part d'un mouvement mécanique, on retire quelques pièces, et on vient en fait remplacer le spiral et l'encre par un truc qu'on appelle un trisynchro. En fait, la mue, c'est aussi une énergie mécanique qui va être transférée dans ce trisynchro. Dans le trisynchro, on a deux cristaux de quartz qui sont à une fréquence assez élevée, qui permettent en fait à cette énergie mécanique à être transformée en énergie électromagnétique avec un affichage qui peut être plus ou moins précis à 1 seconde par jour ou 2 secondes par jour. Et là, on vient de sortir un mouvement à Watches and Wonders qu'on appelle le UFA, Ultra Fine Accuracy, où on est précis à 20 secondes par an. C'est aussi un mouvement Spring Drive. Vous imaginez vous imaginez si c'était un Suisse qui avait sorti ça. Et nous, on le fait toujours dans cette dimension très humble, understatement. À la japonaise. On n'est pas show-off. On y va doucement, tranquillement. Mais quand vous reprenez, en fait, moi j'ai commencé chez Grand Seiko, ça va faire 5 ans. Chaque année, on a sorti un mouvement nouveau, révolutionnaire. La première année, c'était un nouveau Spring Drive avec une réserve de marche qui était largement améliorée par rapport à la précédente. On était sur 72 heures de réserve de marche. Ensuite, on est passé à des mouvements high beat de 5 jours de réserve de marche. Ensuite, on a eu ce fameux Kodo, qui était le premier tourbillon sur mes max que la force constante, qu'on a sorti il y a 3 ans. L'année dernière, on est arrivé avec un mouvement high beat remontage manuel, qui était une chose qui n'existait pas. On a sorti cette année ce UFA. Vous voyez en fait toute la dimension de recherche et développement chez Grand Seiko qui est de l'innovation et de la performance. Qui n'est pas comparable sur une société suisse aujourd'hui, à ma connaissance. Ouais. Pourquoi ? Parce que les Suisses sortent de nouveaux calibres, naturellement, mais pas à cette fréquence. Oui, c'est plutôt une telle innovation tous les X années, pas tous les ans. Et ça, vous pensez que c'est grâce justement parce que c'est connu que les Japonais et les Asiatiques sont très érudits, mathématiques. Quand vous avez un Spring Drive, 5 jours de réserve de marche, ou un high beat, 80 heures de réserve de marche. Et industriel aussi. Un high beat, c'est 36 600 alternances. Normalement, on prend un mouvement classique, c'est 24 000. Donc, naturellement, c'est comme si, en fait, vous couriez plus vite. Donc, quand vous courez plus vite, vous avez moins de réserve. Et là, on arrive quand même à des high beats à 80%, à 80 heures de réserve de marche. C'est des prouesses technologiques absolument colossales. On arrive dans l'horlogerie quand même à des niveaux de qualité, à des niveaux de recherche qui sont incroyables. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'horlogerie. Quand je vois ce que faisait l'industrie horlogère il y a 30 ans quand j'ai commencé, en termes de calibre, en termes de matériaux utilisés, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du tout le même monde. C'est pas du tout le même monde. Et, question, à votre avis, est-ce que, là on parle beaucoup en ce moment de l'AI,
Là, ces 30 dernières années, il y a eu la révolution technologique, l'industrialisation, et en plus le Japon, la microtechnique, etc. Enfin, ils sont assez forts là-dessus. Là, on a tout le côté de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va aussi aider à faire des bonds énormes en avant, si ce n'est pas d'ailleurs déjà utilisé, pour ce genre de prouesse technique? Alors, c'est un truc assez intéressant. On parlait de CNC tout à l'heure. Vous avez de très très belles maisons qui aujourd'hui sont entièrement, en fait, dont la production sont entièrement liées à la CNC. Et d'autres maisons où on a vraiment cet aspect d'intervention humaine, de manufacture, de travail de l'horloger qui va être la clé de voûte de la structure du produit et des mouvements. Dans l'horlogerie, aujourd'hui, globale, on a de plus en plus d'indépendants qui commencent à prendre vraiment des positions fortes en termes d'audience, en termes d'intérêt, en termes de chiffre d'affaires aussi. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ou 20 ans. L'IA va sûrement aider ces maisons qui sont très très liées, je dirais, à des salles blanches. Hein. C'est clair que quand vous faites vos produits de A à Z avec des machines, là l'IA va être fondamentalement un booster en termes de qualité, en termes de précision, en termes de revenus aussi, et va scinder l'offre avec des gens qui vont être très liés à une technicité et d'autres à l'artisanat. D'où en fait cette montée en puissance des indépendants depuis une dizaine d'années, et je pense que ça sera renforcé encore avec l'IA. Chez Grand Seiko, on a une production qui a quelques dizaines de pièces, quelques dizaines de milliers de pièces par an, et clairement l'intervention humaine est la clé de voûte de toute la structure de l'ADN de la maison. Donc, nous, parce que de toute manière, c'est plus un horloger qui monte chaque montre, c'est vraiment purement industriel, et là on perd le fameux savoir-faire et le prix qu'on paye aussi. Donc, ça, c'est une autre dimension, c'est notre philosophie, clairement. Ça doit être hyper intéressant de voir la différence entre deux manufactures, on ouvre le capot, suisse et japonaise, non? Est-ce que il y a aussi des Suisses qui font beaucoup de choses à la main, hein. Faut pas oublier. C'est plus le côté vous allez chez Seiko, c'est aussi de la CNC, c'est de la machine. Hein. Oui, mais ça, ils n'ont pas le choix. Non. Au niveau de la volumétrie, sinon on ne peut pas suivre. Alors, il faut beaucoup d'horlogers, et je pense que le prix ne sera pas le même. Non. Donc, non, c'était plus dans le côté, finalement, un peu culturel. Parce que les Suisses ont une culture quand même forte. L'horlogerie fait partie, pour le coup, de leur PIB, je pense qu'il est assez important. VS, le Japon, pas du tout. Alors, en fait, il y a de plus en plus je dirais, d'amateurs dans notre industrie, qui s'intéressent à des... il y a par exemple Tasaki, qui est une marque... Oui, il y a des Japonais, mais aussi des Allemands, il y a aussi des Anglais, il y a aussi des Français. L'industrie française horlogère, elle commence à repartir un peu. Hein. Il y a pas mal de petites maisons sympas qui sont... Oui, françaises, oui, c'est vrai. Qui sont en fait présentes là, de manière plutôt structurellement intéressante. Donc en fait, le monde s'ouvre. Il y a un truc très sympa. Quand j'ai commencé chez Grand Seiko, Akio Neito me dit « Fred, est-ce qu'il faut qu'on fasse partie d'une foire horlogère en Suisse ?» C'était au moment où Baselworld avait explosé. Il y avait donc Watches and Wonders avec le nouveau concept, les nouvelles marques, donc Patek, Rolex qui allait intégrer le prochain salon. Et il y avait des idées en fait de salons peut-être à Bâle, peut-être à Lausanne, et il me dit, t'en penses quoi? Je dis, je pense que il faut le faire, et je pense que s'il faut le faire, il faut le faire avec les meilleurs. Et les meilleurs, c'est à Genève, avec Patek, avec Rolex, avec Richemont. On a pris contact avec Watches and Wonders, et j'appelle Mathieu Hubert, qui est le CEO de Watches and Wonders, et je dis, écoutez Mathieu, voilà, on serait intéressé. On a déjà discuté avant, il y a eu des palabres pour rejoindre une foire comme Watches and Wonders, s'il était possible. Et il m'a dit, écoutez Frédéric, merci de votre appel, je reviens vers vous, on en parle avec le comité des exposants. 3 semaines après, même pas 3 semaines après, 10 jours après, Mathieu me téléphone, il me dit, écoutez, on serait très heureux d'accueillir Grand Seiko à Genève. Ça veut dire qu'en fait, il y avait, de la part des horlogers genevois, plus de Richemont, cette
bienveillance envers des acteurs différents, ce qui apporte du sang neuf, ce qui apporte de la dynamique, ce qui apporte une certaine, j'allais dire en anglais, rejuvenation, il y a une certaine régénération. Et dans ce sens-là, il faut comprendre que l'industrie est un écosystème qui s'entretient. Et c'est important effectivement d'être ouvert et non fermé, pour avoir ce vent nouveau, ce new blood, j'allais dire, à toute l'industrie. Et ça a été génial de voir Grand Seiko arriver, sans Seiko pour la première fois, sur une foire horlogère en Suisse et au niveau global. Et enfin, vous étiez aussi à Dubai Watch Week, non? On avait une présence, oui, tout à fait. Ouais. Mais le stand qu'on avait, enfin, la présence qu'on a à Watches and Wonders, depuis 4 ans, c'est la 4e année, chaque fois c'est un nouveau concept, et c'est une des plus belles, un des plus beaux stands à mon avis. Je suis assez objectif en termes de qualité, en termes de message, parce qu'on arrive avec des codes différents. On est très japonais. Pourquoi Watches and Wonders c'est clé? Parce que c'est la clé de voûte de toute l'industrie horlogère et c'est le momentum annuel de l'industrie. Souvent le calendrier horloger d'ailleurs des maisons est fait en fonction de Watches and Wonders. Oui, tout à fait. Et puis c'est le moment où l'industrie se rejoint, se retrouve. Puis ça vous permet de parler avec tout le monde. Ouais. C'est pas chacun dans son coin, dans sa boutique. C'est une accélération en fait en une semaine de tout ce qui se passe en une année. Et on cristallise un peu l'activité, on présente une nouveauté, on voit nos détaillants. C'est un message fort qui est envoyé. Ouais. Oui, il y a certains clients. Vous connaissez Watches and Wonders? Oui, à chaque fois je le fais aussi. Je l'ai fait 2 fois. Et j'ai eu Fabienne Lupo d'ailleurs. Qui était ancien président. Ouais. Exactement, dans un des épisodes du podcast. Et effectivement, puis c'est vrai qu'il y a Passel World qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de choses et l'histoire est intéressante. Ouais. Et je trouve que cette année, par exemple, il y avait le stand de Bulgarie qui est arrivé, etc. En fait, ce qui est intéressant, on assiste à certains petits moments historiques. Là, il y a eu enfin la vraie nouveauté Rolex. Enfin voilà, c'est pas mal de choses assez intéressantes. Et puis c'est un moyen, pas benchmark, mais qui permet de mélanger tous les esprits, et surtout quand on parle avec des journalistes ou même des retailers ou même patrons maison de maison, il y a toujours beaucoup de... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très compétition et en même temps très bienveillant. Ah non, mais t'as vu ce qu'ils ont fait là, mais c'est incroyable, c'est génial. Et c'est pas... c'est vraiment... Enfin, c'est ça qui m'avait un peu bluffé, c'est que c'était... On voit que toutes les personnes dans les maisons sont passionnées et parlent avec passion aussi des autres maisons ou vont les challenger. Mais il y a un côté assez intéressant de voir cette ébullition dans ce moment-là. Bon. On va passer aux questions signature, Frédéric. Alors, Frédéric, est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est la première pièce de luxe que tu as eu dans ta vie, achetée, reçue? Alors, de luxe, enfin, en tout cas, marque de luxe, c'était une paire de Weston, c'était une paire de golf que maman m'avait offert. J'avais 17 ans. J'en rêvais, mais depuis des années. Et t'en as encore, enfin, vous en avez encore. C'est toujours des Weston. Ouais, donc la fidélité. Oui. Rien à voir. Vous les avez encore? Je les ai encore, ouais, mais elles sont vraiment fusillées. Mais je les ai encore. Elles ont 40 ans. Et quelle est la dernière pièce de luxe que vous avez reçue ou offert récemment? Alors, encore une fois, si on parle matériel, c'est au Japon, je me suis offert une veste chez Wako, d'un tailleur japonais qui est fait dans un tweed écossais. C'est fait à la main, c'est magnifique. Mais bon, voilà. Autrement, les vrais moments de luxe, maintenant, moi, j'arrive à un âge où c'est plus de l'expérience. C'est des moments avec sa famille, avec son épouse, avec ses amis, parce qu'inconsciemment, en fait, on a moins de temps à vivre, donc on profite différemment. C'est-à-dire qu'on va consommer ces moments, ces instants en fait de plaisir, beaucoup plus sur un aspect, je pense, personnel, bien que j'ai les moyens financiers aujourd'hui que je n'avais pas quand j'ai commencé à travailler. Donc en fait, ce que j'estimais être le luxe à 20 ans n'est plus ce que j'estime être le luxe aujourd'hui. Donc cette vision des choses uniques se tourne beaucoup plus sur un aspect peut-être de temps passé.
Est-ce que vous pensez que ma génération à moi, qui, voilà, 25-30 ans, a la même définition du luxe dans le sens où on est pareil. Est-ce que quand moi j'aurai votre âge, est-ce que vous pensez que j'aurai la même définition du luxe? Je pense que vous consommez le luxe différemment que nous on le consommait. Encore une fois, qu'est-ce que le luxe? C'est-à-dire que les produits. Il y avait une très très belle phrase qu'avait sorti ce directeur marketing Hermès en interview aux États-Unis, où il y avait une demoiselle qui lui posait la question pourquoi les produits Hermès sont si chers. Elle lui dit ils sont pas chers, ils sont coûteux. C'est très différent. Et en fait, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour fabriquer, j'imagine, un produit Hermès ou une grande Seiko, ça coûte cher. Parce que justement, les matériaux sont rares, parce que le savoir-faire pour les faire, pour les assembler, pour les produire sont rares, parce que l'horloger, il faut 20 ou 25 ans de formation pour pouvoir être capable et qualifié pour faire une grande Seiko. Donc, c'est cher. Il y avait moins d'offres à mon époque sur les produits de luxe. Et je pense que quand j'avais 17 ou 18 ans ou 20 ans, je rêvais de choses, et j'en ai rêvé pendant des années avant de pouvoir transférer ce rêve en une chose concrète, une réalité. C'était un aspect en fait de transformation matérielle d'une émotion. Je pense que vous, votre génération est beaucoup plus facile en fait de transformer une envie d'un produit considéré comme de luxe plus transactionnel. L'impatience. L'impatience, et puis en fait le monde aujourd'hui c'est rapide. De la consommation. J'allais sortir un truc. Je pense que mon père, qui était un homme sensé, n'aurait jamais acheté un produit à 10 000 euros s'il n'avait pas 1 million de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens de votre génération qui ont des produits à 10 000 euros au poignet, mais qui sont en fait à découvert de 10 000 ou 15 000 sur leur compte en banque et qui n'en ont pas un flèche. Donc la consommation du luxe est très différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une communication, une consommation qui est globalisée, qui est normalisée, qui est très... voilà. La première fois que je me suis offert une paire de John Lobb, parce que j'adore les chaussures. Qui appartient à Hermès. Qui appartient à Hermès. À l'époque, en fait, John Lobb était uniquement disponible chez John Lobb ou chez Hermès, mais bon. Je travaillais en Suisse, et je me suis fait un plaisir, je me suis acheté une paire de boots. Et je rentre un jour, un week-end à la maison, et mon père me dit « Waouh, elles sont très belles tes chaussures ». Je dis « Papa, oui, voilà, quel est le fabricant ?» Je dis « Ça s'appelle John Lobb, ils sont anglais. » Bon. Et il me dit, mais tu peux me donner le nom? Je note le nom, et je repars en Suisse, et 2-3 jours après, il va voir son copain qui était le bottier du pays, et il lui dit, est-ce que tu fais la marque John Lobb? Il lui fait, ben non, moi je fais pas John Lobb, il faut aller soit à Paris, soit à Lyon, chez Hermès, ils doivent peut-être en faire. Et puis, le gars lui dit, tu peux en avoir? Mon père lui dit, tu peux en avoir? Enfin non, je peux pas en avoir, puis sinon c'est beaucoup trop cher, ça vaut combien? Et à l'époque, ça valait peut-être, je sais pas, 4 000 francs. Mon père me téléphone le soir, il me fait, mais t'as un problème? Comment tu peux acheter une paire de chaussures à 4 000 francs? Et de faire comprendre à papa qu'en fait, cette paire de chaussures, elle allait faire 25 ans. Et elle a fait 25 ans? Oui, je les ai encore, naturellement. Lui qui achetait des chaussures à 50 francs, qui changeait chaque année, ma grand-mère m'a toujours... Ça vient de côté de ma grand-mère maternelle, qui m'a toujours dit, Fred, on n'a pas les moyens de s'habiller à la mode. Donc achète que des produits de qualité qui vont faire toute la vie. Et j'ai gardé ça. Je pense qu'aujourd'hui, la consommation de luxe, elle est justement dans l'éphémère. C'est-à-dire qu'on achète ça, puis on se fait plaisir une fois, puis on passe à autre chose. C'est plus vraiment du luxe. C'est plus du luxe. Parce que le luxe n'est pas de la mode. C'est ça, c'est de la consommation. Et puis la mode est de la mode. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, en fait, on achetait déjà de la qualité, qui est devenue du luxe, parce que, quelque part, ça faisait toute une vie. Quelle est la marque de luxe que tu aimes le plus et pourquoi? Oh, il y a différentes maisons avec différentes émotions qui me touchent particulièrement. C'est très vaste. Celle qui vous vient à l'esprit? C'est pas vraiment une marque. En fait, c'est un éditeur qui s'appelle Cassina,
qui est italien, qui reprend voilà, des dessins de designers des années 30, 40, par exemple, qui sont des maisons qui font des petites séries, toujours dans le savoir-faire, dans le respect du designer, du design, la structure du design initial. C'est des maisons qui me touchent beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le luxe? C'est questions qui peuvent paraître basiques, mais... Ce que j'aime beaucoup dans le luxe, moi j'ai toujours été très lié à l'aspect visuel. Et en général, les produits dits de luxe sont des produits qui sont beaux, qui touchent les yeux. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Parfois, cette créativité qui est très différente. Ce qui me déplaît foncièrement, c'est cette vulgarité aujourd'hui qui est liée à ce monde. Et je ne vais pas vous poser la question de la définition du luxe, parce que du coup... Non, c'est la ressource. La ressource. Et, mais la dernière question, c'est si y a une personne que vous aimeriez écouter sur le podcast du luxe, ce serait qui? Mon président, Akio Neito. Et ben voilà, ravi. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci, Lou. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.